Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 188. Et comme toujours, les gens heureux ont aussi une histoire. Et cette semaine, ce sont des couples et des couples heureux dont nous allons parler. Alors, bienvenue à notre invité, Claude Parisot. Bienvenue, Claude. Merci, Raphaël. Eh bien, écoute, Claude, alors, nous allons donc échanger et partager sur ta vision du bonheur et aussi donc raconter un petit peu ton parcours. Alors, tu t'es réorienté il y a quelques années pour te consacrer uniquement à ce qui te nourrit profondément, accompagner des personnes vers plus de conscience et d'empathie. Que ces personnes soient d'ailleurs en couple ou en solo, et à travers diverses méthodes, dont la thérapie de couple Imago et aussi des techniques de relaxation. Donc, Claude, tu es thérapeute de couple Imago, certifié, tu es également superviseur dans cette méthode et tu es animateur de stages Imago et de stages pour couple. Tu es donc formé à la sexothérapie et au métier de relaxologue, ainsi qu'à la psychothérapie transpersonnelle. Alors, le couple, c'est un sujet sur lequel, comme vous le savez tous, chers auditeurs, pour lequel j'œuvre également aussi de mon côté avec le jeu 2 minutes de bonheur en couple, le coffret d'accompagnement Un temps pour deux et le cahier du couple heureux. Alors avec Claude, nous nous sommes rencontrés au Québec. Depuis, tu es revenu vivre en France. Depuis novembre 21, tu as accompagné la sortie de ton livre Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago, qui est paru chez Erol en janvier 22. Alors, ton livre, Claude, est devenu un best-seller et tu consacres ton temps depuis cette période à donner des conférences et à animer une quinzaine de stages de couple par an, aussi bien en métropole, en Suisse, en Belgique qu'à La Réunion ou au Québec. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les stages de Claude, vous pouvez aller voir sur son site terraneo.com, Terraneo s'écrivant T-H-E-R-A-N-E-O. Alors voilà, Claude, un petit diaporama de tout ce que tu fais. Un bon résumé. Un bon résumé. Allez, je change de regard. Alors, nous allons démarrer avec notre première question, Claude. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Qu'est-ce qui me rend heureux dans mon quotidien? Je crois qu'en fait, déjà, c'est juste la pensée positive. En fait, depuis que j'ai eu un accident de moto en 2000, je suis resté 1 an à l'hôpital. Et depuis ce jour, tous les jours, je me lève et je me sens heureux. C'est-à-dire que je suis heureux de la journée qui va passer parce que je sais, c'est comme si de toutes ces années de thérapie, j'ai le pouvoir sur mon bonheur. C'est-à-dire c'est moi qui décide quelque part. Et je sais pas, le fait de rencontrer chaque jour des personnes différentes, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une pulsion de vie. J'ai découvert que j'ai ça à l'intérieur. J'ai découvert ça à l'hôpital. Parce que quand j'étais à l'hôpital, les gens n'étaient pas dans le même état que moi. Moi, j'étais toujours avec le sourire, toujours joyeux de vivre, même sans ça, sans pouvoir marcher. Il y avait quelque chose qui me porte, comme une foi. Je suis pas très croyant, mais j'ai la foi. Et je crois que c'est ça qui fait que je sois heureux. Tu vois, je peux même pas l'expliquer. Et c'est aussi de faire ce que j'aime. Hein. Ce qui me rend heureux, c'est que je sais que aujourd'hui, j'ai quitté l'éducation nationale il y a une quinzaine d'années. Et j'étais prof de gym. Aujourd'hui, je ne fais que ce que j'aime, en fait. C'est pour ça que je me sens heureux chaque jour, en fait. Tu te sens un peu aligné entre ce que tu es et ce que tu fais finalement? C'est ça, c'est exactement, c'est comme si je faisais vraiment ce pourquoi je suis fait. Le jour où j'ai rencontré Imago, j'ai eu des frissons partout et je savais que c'était ça. Je sais pas, je peux pas même pas l'expliquer. C'est tout mon corps qui frissonnait, j'ai su que j'étais au bon endroit. Alors du coup, Claude, foi dans la vie, acteur de ton bonheur, et puis très rempli par cette thérapie Imago, par cette approche Imago. Est-ce que tu nous expliquerais un petit peu en quoi consiste Imago, comment ça se passe, quelle en a la force, qu'est-ce que tu en as retiré toi qui te fait tant vibrer? La première fois que j'ai rencontré en 2006, c'était un stage de couple où ma compagne d'alors m'a tiré de force dans ce stage, sinon on se séparait. Et j'ai eu des frissons partout. Je me sentis en sécurité comme jamais. Je crois que c'est vraiment le mot sécurité. C'est un endroit où on peut se dire, j'ai pu me dire, et être entendu, être validé. Et ça, pour le petit garçon en moi qui a jamais été compris ou validé avec tout ma façon d'être au monde qui était un peu particulière, ça a été vraiment une révélation. C'est ça que j'en retire. C'est une méthode où on se parle les yeux dans les yeux, cœur à cœur. On parle la même langue. On va pas les hommes et les femmes, on est tellement tous différents, même si on est 2 hommes ou 2 femmes. Hein.
On est vraiment des êtres différents et ça permet vraiment de parler. C'est comme si on parlait sur la même longueur d'onde. Je fais avec mes doigts, c'est comme si le rationnel qui est plus dans sa tête va descendre au niveau du cœur et l'émotionnel, on va dire s'il est plus bas dans le ventre, on va le remonter au niveau du cœur pour qu'ils parlent les deux la même langue. D'accord. Il y a ça dans un couple, il y a souvent un rationnel plus un émotionnel. Je schématise, c'est plus complexe que ça. Et c'est ça que ça permet. Et le couple est face à face et on travaille sur l'espace entre deux personnes. C'est vraiment une thérapie. Quand on est en thérapie, on travaille sur l'espace relationnel où il y a un émetteur qui parle et l'autre fait le récepteur. C'est celui qui va faire le miroir de ce que l'autre dit. Pas la reformulation, mais on fait vraiment un miroir qui n'est pas un miroir perroquet, qui est juste de redire les mots de l'autre. On reste dans le monde de l'autre. Parce que très souvent, on écoute pour répondre, alors que là, on écoute pour comprendre. Et ça ressemble, ça peut rejoindre la communication non violente, bien sûr. Il y a Harvey Hendricks, le créateur de la méthode, avec sa femme, Helen Hunt, tous les deux ont utilisé, voilà, pas mal de méthodes, dont la communication non violente, la méthode Roger, la Gestalt, la psychanalyse. Il a vraiment regroupé beaucoup de choses pour créer cet outil-là, qui est vraiment puissant pour moi. Donc en fait, c'est créer un espèce d'espace dans lequel chacun est au même niveau, se rencontre. J'entendais tout à l'heure ce mot de sécurité. Tu penses que la sécurité est quelque chose d'excessivement important pour un couple? Oui, trop de sécurité. C'est toujours un équilibre entre la sécurité et la passion. S'il y a trop de sécurité, le couple devient des fois des colocataires où il y a moins d'érotisme, moins d'énergie. Et là, c'est un danger. Et quand il n'y a pas de sécurité et qu'il y a que de la passion, là, c'est pareil, c'est aussi très souvent très sulfureux, très vivant, mais très fatigant, très usant. La passion, c'est pas d'amour, hein. C'est un bon début peut-être au début, mais c'est important de transformer tout ça en quelque chose de mature. Pour moi, oui, la sécurité, c'est important. En tout cas, de mon sens, moi, quand je me sens pas en sécurité, c'est-à-dire confiance. Si je me sens en confiance, je peux m'ouvrir, m'élargir, m'agrandir, progresser. Je dis souvent que effectivement un couple c'est un petit peu un équilibre et comme tout équilibre, je le fais là avec les mains, donc les auditeurs ne le voient pas, mais c'est assez instable. Oui, En fait, c'est arriver à jongler avec cette instabilité stable quelque part, si je peux l'appeler comme ça, et puis sans arrêt revenir un petit peu pour arriver à bien s'entendre, bien se comprendre, chacun c'est avec ce qu'il est. c'est exactement ça. Et le dialogue permet vraiment ça. Tu vois, cet équilibre-là permet vraiment de parler la même langue, de parler sur les mêmes ondes. On se remet sur les mêmes fréquences parce que quand nous sommes blessés, touchés dans la relation, on perd cette fréquence. Tu sais, quand on est dans notre néocortex, le cerveau qui comprend, qui réagit, hein, le cerveau intelligent, ça va, on se comprend. Mais dès qu'on est en réactivité, il y a le cerveau reptilien qui se met en route. Là, il y a le cerveau émotionnel aussi. Et là, il y a plus d'intelligence et il y a plus que les émotions. Et quand il y a les émotions, là, ça part dans tous les sens. Bien sûr. Si on laisse les émotions diriger tout. J'entends la place des mots, MOT. Y a-t-il également une place pour le geste, le toucher? On se donne les mains. Ce qui est important, c'est de se donner les mains, sauf dans certains dialogues quand on joue le rôle du père et de la mère et de l'enfant. Il y a des jeux de rôle des fois dans ce dialogue-là aussi pour montrer combien on projette sur notre partenaire nos blessures d'enfance, parce que c'est systématiquement ça. Et quand je parle de blessures d'enfance, c'est tout ce qui est besoin non satisfait. Même si on a des super parents, on a tous des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et dans la relation de couple, c'est une relation intime. On réveille les blessures et les besoins non satisfaits de la relation intime de la mère avec son enfant notamment. Et donc, oui, systématiquement, il y a ces mécanismes-là qui sont rangés. D'accord, ok. Donc en fait, il y a une espèce de revisite en douceur, j'imagine, et Oui, accompagnée en fait vers une relecture ou en tous les cas regarder ce qui est réveillé chez soi quand les choses sont dites. c'est ça, toujours. On va toujours aller apprendre à parler de soi, hein, comme en communication non violente, on parle de soi, on va pas parler de l'autre, on va prendre 100% responsabilité de ce qu'on vit. Parce que l'autre n'est pas notre ennemi. L'autre, il a les mêmes blessures en plus, mais il les a protégées d'une manière différente. Ce qui fait que le but, c'est d'apprendre à être des partenaires plutôt que des adversaires. C'est ça le but de cette méthode, c'est ça que j'adore, c'est que l'autre, aujourd'hui, c'est comme si c'est intégré. À chaque fois que je vais critiquer ma partenaire, je sais que c'est juste un besoin qui n'a pas été satisfait à l'intérieur de moi. Exactement, tout à fait, tout à fait. J'aime bien cette phrase en disant regardons l'autre comme un partenaire et non comme un adversaire. Effectivement, c'est quelque chose aussi que moi j'amène beaucoup en disant pensez que l'intention de l'autre est bonne. A priori, elle est bonne, sauf effectivement quelques cas, bien sûr. Mais en général, l'intention est bonne, c'est maladroit.
mais l'intention est bonne. Et en fait, ce que tu vas rechercher avec Imago, c'est rétablir le dialogue pour que chacun se comprenne. C'est ça, si je comprends bien. On rétablit l'homéostasie du couple, c'est-à-dire on fait en sorte que notre réactivité, voilà, elle revienne, on revienne à un niveau, je veux dire, tranquille à l'intérieur de soi. C'est ça le but du dialogue. Dès qu'on fait un dialogue, systématiquement à la fin du dialogue, le couple est revenu à un niveau, je veux dire, de connexion. Parce que c'est la connexion qu'on perd, hein, c'est pas l'amour. Non, dans ces moments-là, on a l'impression que l'autre est l'ennemi, mais l'amour circule toujours. C'est pas vraiment seulement une émotion, c'est aussi une énergie. C'est une énergie qui circule. Mais quand nous sommes déclenchés, on sent plus cette énergie circuler et on perd la connexion. Donc le dialogue Imago, c'est vraiment de se reconnecter de cœur à cœur. Et ça marche systématiquement. Je veux dire, à chaque séance, même quand on fait un stage, quand je fais des stages, je fais des démos, les couples sont toujours épatés de voir combien, après une démonstration, c'est toujours magique ce qui se passe. Les couples témoignent de connexion, même s'ils n'étaient pas déconnectés, mais la connexion est toujours plus grande et plus profonde, plus connectée. Chaque séance, c'est toujours une amélioration de la connexion. Passons à notre deuxième question, Claude. Raconte-nous une valeur humaine qui te rend heureux. Une valeur humaine qui me rend heureux, l'intégrité. Moi, depuis tout petit, c'est comme si je sentais aussi quand les gens disent des choses et puis qu'ils ne le vivent pas à l'intérieur. Le fait d'avoir été abusé tout bébé aussi, c'est quelque chose que je peux sentir aussi chez les personnes, voilà, peuvent avoir ce côté-là. Peut-être parce que je l'ai aussi, puisqu'on voit ça quand on travaille en sexo, que quand on a été abusé, on introjecte en nous l'abuseur et l'abusé. Donc, c'est important de travailler sur soi là-dessus pour pas devenir soi-même, avoir des comportements abusifs. Et on peut tous en avoir, des comportements comme ça. Moi, l'intégrité, ça a été de ce que je cherche à faire vivre à l'extérieur, au couple, c'est de le vivre moi. Donc, ça a été une recherche de toute une vie parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à être capable de vivre en couple, par exemple. Et c'est pas grave, on peut être aussi un bon thérapeute, même si j'étais pas en couple aujourd'hui. C'est pas pour ça que je me sentirais mauvais thérapeute de couple en France. C'est comme si c'était indispensable, hein, d'être thérapeute de couple. Il faut être soi-même bien en couple. Mais non, sinon je ferais peut-être un autre métier. J'enseigne ce que j'ai le plus besoin d'apprendre, comme je dis. Donc, j'essaye d'être intègre par rapport à ça, en tout cas de pas critiquer mes partenaires, sinon ça n'a pas de sens, tu vois, d'enseigner le fait d'apprendre à parler de soi, de ses émotions. Si je le fais pas pour moi, je trouve ça un peu complexe. Et je dis pas que je suis le meilleur à cet endroit-là, parce que j'apprends tous les jours. C'est ça l'intégrité. Moi, quand je vois des gens qui enseignent le chemin qu'ils se créent eux, ça, pour moi, c'est important. Puis même chez les amis, mes amis, j'ai besoin d'être moi-même complètement, donc j'ai besoin d'être complètement nature. Mhm. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de cette recherche d'unité dont on a parlé tout à l'heure et que tu as magnifiquement trouvé à travers ta reconversion et puis ce que tu fais aujourd'hui qui te permettent de t'aligner, d'être toi-même et du coup, de toute manière, ça vient toucher quelque chose qui m'habite profondément. Je pense qu'on est bon là dans ce qu'on aime et on est particulièrement performant dans les talents qui nous ont été donnés et que c'est important d'aller les chercher. Par exemple, quand tu dis ça, tu vois, aujourd'hui, je suis presque plus que thérapeute de couple, je me sens transmetteur. Enseigner, c'est même pas ça, parce qu'enseigner, t'as été au-dessus. Et moi, dans le couple, je suis pas au-dessus des autres. Il y en a qui ont j'ai des couples qui ont 60 ans de vie commune. Moi, j'ai pas ça. Loin de là. Et j'aime bien transmettre. J'ai été prof, c'est pas pour rien. Je sais que j'aime transmettre ce que j'ai appris dans la vie. Je pense que je suis assez bon au niveau pédagogie. J'aime faire ça. C'est une qualité aussi, tu vois, la transmission, le côté pédagogue et transmetteur. Ça, j'aime ça. Passons à notre troisième question, Claude. Un événement qui t'a rendu particulièrement heureux? Alors, un événement, ça, c'est toujours difficile de répondre, hein, surtout que je t'ai demandé de pas me donner les questions avant pour que je sois plus, justement, spontané possible. Un événement qui m'a rendu heureux, et c'est fou, hein, si je laisse venir le premier, c'est avec le recul, c'est l'accident de moto, hein. J'ai peut-être souffert 3 jours, je vais dire, à l'hôpital. Après, j'étais en centre de rééducation, mais pendant 1 an, j'étais en état de grâce. Donc, pour moi, c'est un événement qui a duré 1 an. Mais là-bas, c'est comme si j'avais reçu tout l'amour que je n'ai pas ressenti recevoir enfant. Et j'ai eu plein de gens qui se sont occupés de moi. J'avais rien à faire. J'avais pas à faire à manger. J'avais rien à faire sinon de me rééduquer pendant 1 an, de prendre soin de moi. Je te jure que ça, c'est vraiment, pour moi, un événement très heureux. Puis aussi, un moment, je me souviens, un moment qui était important,
ça a été dans ma formation de thérapeute de couple. J'avais pas confiance en moi comme thérapeute. J'avais pas trouvé l'outil où je me sentais vraiment là où je devais être. Puis le jour où Maya, ma formatrice, qui est une américaine, qu'elle m'a dit que c'était une vidéo de certification, qu'elle me faisait plein de compliments. Je me souviens d'avoir les larmes qui ont coulé, comme si j'étais reconnu là où moi je me voyais. Il y avait une reconnaissance qui se faisait à ce moment-là. J'ai senti qu'il y avait un avant et un après, après ce moment-là. C'est un moment pour moi qui m'a transformé, qui m'a donné beaucoup d'estime, de confiance en moi. Et ce qui fait que j'ai tout de suite eu beaucoup de monde dans mon cabinet. Tu mets le doigt sur l'importance d'être reconnu pour ce qu'on est, pour juste la personne qu'on est, d'être apprécié pour celui qu'on est. Oui, c'est ça. Combien ça t'a touché, fait grandir? Oui, c'est ça. Je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance. C'est le propre de l'être humain. Mais moi, je vois l'éducation, comment elle est faite, l'école, comment elle est faite. On a tous un déficit à cet endroit-là. Je crois beaucoup d'êtres humains, en tout cas. Même ceux qui n'en ont pas conscience. Je peux le voir à travers les séances. Et moi, je sais que d'être vu comme moi, je me vois. C'est-à-dire que je savais pas que, j'ai toujours cru que j'étais un monstre pendant plus de 45 ans. Qu'il y avait un monstre en moi. Qui faisait que je pouvais pas être aimable. Puis de voir que c'est juste des comportements neuroatypiques. Au Québec, j'ai découvert, je fais pas mal de recherches, j'ai découvert toutes ces neuroatypies que je peux avoir, et de voir que c'est juste une façon d'être au monde différente, et puis que j'étais pas anormal, j'étais peut-être plus sensible que la moyenne, mais on est beaucoup là-dedans. C'est juste d'accepter, c'est ça, ça m'a permis d'accepter que ce qui était pour moi des défauts ou bien des choses monstrueuses, même par moment, étaient plutôt des qualités ou des choses qui faisait de moi quelqu'un de différent, mais qui pouvait apporter quelque chose de différent aussi peut-être dans le monde, à mon niveau, bien sûr. Moi, j'ai pas besoin de, comme je changeais le monde un couple à la fois, on nous disait dans la formation. Et c'est ça, j'ai l'impression de faire mon petit travail de colibri, de changer le monde un couple à la fois quand j'ai un couple, ou aujourd'hui quand j'ai beaucoup de couples qui viennent en stage. C'est pour ça que je fais que des stages, et j'ai l'impression de toucher plus de monde. Ouais, c'est très touchant ce que tu amènes. C'est comme si tu avais découvert un Claude Parisot aimable. J'entends beaucoup dans les personnes que je peux accompagner des personnes qui ont envie d'être reconnues pour ce qu'elles ne sont pas, en fait, pour l'image qu'elles aimeraient renvoyer d'eux-mêmes. Une personne qui voudrait être absolument reconnue dans son travail, on va dire, de comptable, alors que cette personne, au fin fond d'elle, elle est profondément artiste, hein. Mais que par contre, elle s'est imaginée que l'idée d'être comptable va faire d'elle quelque chose, une personne aimable et reconnue, et que quelque part il y a quelque chose qui dissonne, c'est dissonant finalement. Et c'est là où je trouve très touchant de t'entendre dire, ben voilà, je suis reconnue pour celui que je suis au fin fond de moi et que j'accueille et que je l'accepte comme il est. Et c'est là où je vois la différence. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un monstre. J'ai rencontré que des femmes qui me pointaient comme quoi j'étais pas correct ou pas, parce que moi-même je m'aimais pas. Donc comment je pouvais être aimé? Puis je me critiquais tellement que je rencontrais des femmes qui me critiquaient. Puis je trouvais ça normal presque, que c'était moi qui faisais pas assez bien. Puis à partir du moment où je m'estime et que je pense que je suis quelqu'un d'assez aimable, bah comme par hasard, je rencontre des femmes. Déjà j'ai rencontré depuis des femmes et surtout là ma partenaire actuelle qui critique jamais, qui prend responsabilité, qui mais il y a pas de secret, c'est lié à moi. Je veux dire, c'est pas moi qui ai de la chance. Et si je change, bah ma vie change. Tu vois, c'est toujours ça en fait. Je le savais, je le sais intellectuellement ça parce que c'est mon métier. Mais après de le vivre, c'est quand même assez génial de pouvoir le vivre. Acteur de son bonheur, on revient à ce qu'on disait au début. Passons à notre quatrième question, Claude. Quel est ton secret pour être heureux? Je sais pas si c'est un secret, j'ai la chance d'avoir et j'ai la chance d'avoir une partenaire qui est comme moi, on est deux enthousiastes. Je crois que l'enthousiasme, c'est-à-dire aimer, tu sais, comme des enfants. Il y a un enfant libre à l'intérieur qui est toujours resté vivant. On m'a toujours dit même que j'étais un adolescent pendant longtemps. Je pense que je suis adulte depuis 4-5 ans. J'ai 57 ans. Tu vois, vraiment, où je me sens aligné complètement, on va dire, vraiment bien. Mais j'ai toujours eu quand même cet enfant-là et je suis un peu, pas naïf, mais candide. Je m'extasie avec des petites choses. Je pense que c'est ça, d'être capable de s'extasier sur encore des petites choses et d'être toujours à chaque stage, je me donne à fond. C'est ce que les gens me renvoient, que je suis hyper généreux parce que je donne, je compte pas. Tu vois, je compte pas, voilà. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis heureux, c'est que je retiens rien. J'essaie d'être, voilà, de laisser circuler la vie en moi.
Peut-être que le fait d'avoir un accident, ça m'a aidé. Ben, Mm. clairement, ça a été une bascule en tous les cas, Mm. vers une renaissance finalement, hein. Il y a le Claude Parisot 2.0 quelque part après l'accident. Ouais, il a mis du temps. J'ai eu à 35 ans mon accident, j'ai 57, ça fait presque 22 ans. Ouais. C'est sûr qu'il y a un avant et un après l'accident. Et à côté de ça, ce que je trouve chouette aussi de ce que tu nous partages, c'est de montrer combien aussi la vie est un chemin et que finalement, on apprend un peu tous les jours, on grandit tous les jours et on change, on se façonne. Et je dirais c'est aussi la richesse d'une vie de couple aussi, c'est qu'elle évolue, elle reste pas statique comme ça pour la vie. Le jour où on décide de se mettre ensemble, ça reste pas pareil, ça bouge, ça évolue, on grandit de temps en temps, on se rapetit aussi, et puis on regrandit. Et du coup, je trouve que c'est la richesse aussi de la vie. Et j'aime beaucoup tes mots d'enthousiasme quand tu dis, bah voilà, je m'enthousiasme pour des petites choses. Et je trouve que ça en fait partie aussi. Continuer à s'enthousiasmer dans le couple, même pour soi-même, c'est ça qui continue à nous faire grandir, je trouve. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que cet outil-là, bah justement, tu vois, si on revient à l'outil Imago pour moi, c'est que la première fois que j'ai fait un stage, justement, le stage qui a révélé, pour moi, qui m'a révélé, Eddie Schleifer était notre, enfin, l'animatrice, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde du couple aux États-Unis. Et Eddie, elle commence ce stage comme ça. Moi, j'étais tout peureux. On était quand même 30 couples. On était vraiment beaucoup, hein, à l'américaine. Et elle dit, voilà, je vous présente mon 20e mari. Et là, je me dis, oh, je me suis trompé de stage. Là, je crois que il y a une erreur. Je te jure, je pensais vraiment que je m'étais trompé de stage. Puis en fait, tu comprends, elle commence comme ça son stage, puis elle présente, elle a le même mari depuis le début, mais elle parle de toutes les étapes et à chaque fois d'avoir dépassé un conflit, d'avoir été voir le monde de l'autre sur quelque chose qui coinçait. Ben, elle a eu l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau et d'avoir un mari complètement différent après. Tu vois, ça pour rejoindre ce que tu dis, c'est la façon de rester candide, d'avoir des yeux nouveaux à chaque fois sur la même personne, puis de se laisser surprendre par tout ce qui se passe, quoi, en fait. Je partage tellement, je dis souvent, restez curieux de l'autre. Bon. Tous les matins, vous devez vous lever en vous disant qu'est-ce que je vais découvrir de mon conjoint aujourd'hui, de nouveau. Et ça, je trouve que c'est ce qui met la petite étincelle qui fait que le couple ne se délite pas. Oui, parce que c'est pas, je dis ça pour moi-même, c'est pas facile, je le vois bien. C'est quelque chose c'est un travail, c'est pas inné. Les gens qui disent oui, mais c'est pas fluide, il faut que ça soit spontané. Non, tout ce qui est spontané, ça n'a rien à voir avec la relation, hein. Faut oublier la spontanéité. Je sais pas, on nous a mis ça dans nos têtes dans l'éducation, mais il y a rien de spontané dans la relation amoureuse qui dure, quoi. Une relation qui dure, c'est que j'aime pas le mot travail, mais c'est un engagement, c'est une décision d'aimer l'autre. C'est vraiment une décision de rester, même quand on a envie de partir, et d'aller au-delà et de dire sa vérité, de parler, de s'écouter, de transformer. C'est un chemin de tous les jours. Absolument. Je suis assez frappée d'ailleurs, hein, et tu dois le voir aussi, mais bon, on va pas s'étendre sur le sujet, de voir aussi dans des couples qui vivent des difficultés, combien souvent il y en a un des deux qui n'exprime pas et qui n'exprime jamais ce qu'il est en train de vivre et qui dit un jour au revoir. Ça, c'est le minimiseur. Nous, on appelle les minimiseurs, maximiseurs. Les minimiseurs, on les appelle des tortues. Moi, j'en suis un, et c'est 90% des hommes quand même. C'est des hommes qui parlent pas, qui parlent pas pour plein de raisons, hein. Et puis c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'on leur a pas appris non plus le langage, exprimer les émotions. Puis après, au bout d'un moment, ils essayent aussi, hein, mais ils essayent. Puis si en face il y a de la critique, ben, il y a la blessure de compétence, notamment chez les tortues et chez les hommes. Et ben ils vont se fermer, puis ils vont arrêter d'essayer. Donc c'est vraiment une question de langage, parce que j'ai découvert qu'en fait, quand il y en a qui parlent pas et qui s'en vont, c'est la responsabilité, elle est quand même toujours à deux. Et ça, c'est intéressant parce que sinon les hommes, tu vois, déjà ils se sentent pas compétents. Alors si on pointe du doigt que c'est eux le problème, moi je l'ai vécu. Puis même moi, je suis assez critique avec les hommes d'aujourd'hui. Les hommes ne vont pas assez à l'intérieur d'eux-mêmes, hein. Ils vont pas chercher à l'intérieur ce qui va pas, plutôt toujours d'aller chercher à l'extérieur. Il y a un besoin d'aller chercher à l'intérieur pour se comprendre. Si on fait pas ça, on va projeter tous nos blessures d'enfance, on va les projeter sur le partenaire. Donc c'est ça qui fait que qu'on s'éloigne. Et c'est vrai que ça c'est plutôt là je suis assez d'accord où les hommes qui parlent pas ou qui ne veulent pas, c'est surtout qui ne veulent pas. Là, il y a un endroit où moi j'ai envie d'œuvrer pour que leur dire mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a aucune autre solution. Aucune. Mhm. Mhm. Et tout à côté de ça, je trouve aussi intéressant de voir chez l'homme le fait qu'ils sont
souvent, parce que je n'aime pas généraliser non plus, mais ils ont de la difficulté à vivre leurs émotions, à les exprimer. Ils vont être dans l'action. Ils vont faire quelque chose pour venir rétablir un équilibre qui est hormonal, qui est là. Et du coup, c'est arriver à ce que les hommes puissent exprimer ce qu'ils vivent, tout en respectant le fait qu'ils ont besoin d'être dans l'action. Et je trouve que le défi, il est là. Et que c'est important que le partenaire comprenne que les personnes qui vivent leurs émotions par l'action, il y en a d'autres qui les vivent en parlant. C'est arriver justement à trouver ce terrain d'entente pour que chacun puisse s'exprimer avec ce qu'il est, tout en étant respecté, mais aussi se bousculer un peu pour arriver aussi un peu à plonger ou être dans l'action. On ne peut pas être non plus que dans la parole de temps en temps. Mais c'est ça, et c'est tout le défi aussi de la sexualité. La sexualité, les hommes s'y retrouvent parce qu'ils sont dans l'action, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre des mots, puis ils vont pouvoir, là, et après, le problème, c'est que c'est très, très souvent, au début, ça marche, parce que les deux, ça match, de toute façon, la nature est bien faite, sauf que au bout d'un moment, pour les hommes, s'ils mettent pas de mots, ou s'ils donnent pas leurs besoins, ou si ils apprennent pas une autre façon de faire l'amour aussi, ou de la connexion, parce que c'est ce que les femmes reprochent souvent aux hommes, c'est de se connecter avec le cœur. Et s'ils apprennent pas à faire ça, à un moment, la femme, elle va plus s'ouvrir, parce que elle, s'il y a pas la connexion, elle ouvre pas son sexe. Donc, c'est un sacré défi. C'est pour ça que c'est aussi un défi. C'est pour ça que je fais beaucoup de stages sexualité et en mélangeant les dialogues imago et des exercices de sexualité plus en chambre pour ouvrir vraiment de manière continue. Et puis que les deux langages, le langage des mots et le langage du corps, puissent se rejoindre. C'est un peu le livre de mon ami Jean-Philippe Ruette, Sexe et cœur enfin réconciliés. Ça, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, les deux sont vraiment indispensables, indissociables. Indissociable. Mmh. Et hop, je me lance. Dis-nous, Claude, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Les 3 synonymes de bonheur qui vont être dans l'instant, parce que je te dirai peut-être autre chose demain. Les 3 synonymes de bonheur, c'est authenticité, toujours dire, toujours partager ce qui est là pour moi, comment dire, ne jamais mentir, ne jamais se mentir ou mentir à l'autre. Donc c'est l'intégrité, hein, je reviens à l'intégrité de tout à l'heure en fait. Et authenticité, joie, nourrir la joie, mettre de la légèreté dans un monde qui est pas toujours léger, c'est voilà, de relativiser, tu vois, de mettre de la légèreté. Ouais. J'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse, pareil, parce que je trouve que c'est très intéressant, là, ce que tu amènes. L'importance de tout se dire. Est-ce que tout est bon à dire? En fait, c'est pas tout se dire. Toi, quand je dis ça, j'avais fait un podcast là-dessus. C'est pas, pour moi, c'est pas important de tout se dire, c'est ne rien cacher. C'est différent. C'est-à-dire que si ma partenaire me pose une question, je vais pas mentir, tu vois, mais je vais pas lui dire forcément tout, des choses qui sont à l'intérieur. Mais si vraiment elle en a besoin à un moment donné, et puis on aura une discussion, j'ai pas d'exemple là. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Des fois, si de dire, tu vois, il s'est passé il y a 10 ans, j'ai eu beaucoup de désir pour un tel ou j'en sais rien. Quel intérêt ça si c'est pour juste libérer sa conscience parce que ça nous pèse? Tiens, prends ça et puis je te confie ça. Maintenant, tu te débrouilles. À quoi ça sert, hein? C'est pour nourrir quoi dans la relation, tu vois? Il y a une petite jauge que j'aime assez, c'est de poser la question, ce que je m'applique à moi d'ailleurs également, mais que je partage aussi avec les personnes que j'accompagne. C'est quand j'ai quelque chose à partager, c'est me poser la question en quoi ce que je vais partager va faire grandir la relation. Et en fait, quelque part, si c'est là pour la rabaisser, pour créer une grosse difficulté, comme tu dis, j'ai eu du désir pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça va faire grandir notre relation? Pas forcément. Par contre, avoir un dialogue avec son conjoint pour partager le fait que dans l'intimité ou dans la sexualité, on a envie peut-être d'un petit peu plus de punch ou d'un petit peu plus de fantaisie. Là, ça, c'est quelque chose d'intéressant à aller partager. Tu vois, quand on dit ça, moi, je sais que même le désir, là, je prenais l'exemple, c'est même pas le bon exemple. Parce que moi, s'il y a du désir à l'extérieur, je sais que on le partagerait avec ma partenaire, dire, voilà, ouais, j'ai du désir ailleurs, qu'est-ce qui fait est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce que ça veut dire qu'on doit remettre de l'énergie dans notre relation? Tu vois, je trouve que ça peut être une opportunité de grandir, de dire sa vérité. De pas le dire, grande chance que l'énergie, elle parte ailleurs aussi dans la relation. Et je rejoins aussi ce que tu viens de dire, vraiment. Et notre dernière question, Claude. En 2 minutes, qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Pour qu'ils soient plus heureux, c'est déjà d'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est-à-dire que pour moi, pour être heureux, c'est d'exprimer nos besoins, exprimer nos ressentis. Alors des fois, il y en a qui se sentent même pas. Il y en a qui sont coupés de leurs sensations, même de leurs envies. Donc c'est d'apprendre à sentir,
pour être heureux, sentir ce qui se passe à l'intérieur et de le partager aux autres, en prenant responsabilité, pas en critiquant. Et à chaque fois que je prends responsabilité, que je partage ce qu'il y a à l'intérieur, moi, ça crée toujours vraiment des belles choses à l'extérieur. Ça veut pas dire qu'on doit toujours dire tout ce qu'on pense et à l'intérieur. Hein, pour moi, ce qui est important, c'est de pas garder des choses à l'intérieur qui vont mettre du poison dans la relation. Même si on a l'impression que c'est ça qui va nous éloigner. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Moi, comme je suis spécialiste plutôt de la relation, c'est dès quelque chose qui va pas, je vais le nommer en prenant responsabilité. Si je le garde, c'est ça qui va créer de l'éloignement à un moment donné. Ça, c'est vraiment la clé pour être heureux pour moi dans une relation. Clairement, clairement. Parce qu'après ça, chaque petite chose vient nourrir ce petit ressentiment et vient faire une petite pelote qui finalement grossit. Il est désordonné, je supporte pas. Et puis dès qu'on voit un truc traîner, une fois de plus, c'est comme ça. Et encore une fois, t'as fait comme si. Et à chaque fois avec toi, c'est pareil. Et en fait, on vient grossir une pelote qui devient après ça énorme et qui vient prendre toute la place dans la relation quelque part. Parce que la personne n'est vue qu'à travers ce prisme-là, en fin de compte. C'est ça. C'est qu'après, on ne voit plus que ce qui ne va pas en plus. Donc, on est plus capable de voir la beauté chez la personne qu'on a choisie en plus. Exactement, ouais, parce que les mariages arrangés, ça fait quand même longtemps que ça n'existe plus. Donc c'est pas dans notre culture, hein, mais ça existe encore. Et dans les mariages arrangés, il n'y a pas plus d'échecs ou moins de réussite que dans nos formes de mariage, faut savoir, de relations, parce que ils apprennent à s'aimer autrement. Et quand c'est pas l'imago, ça c'est pas les boutons. Quand tu te choisis, c'est ton inconscient qui choisit. Puis on sait que il va y avoir des défis. C'est ça l'imago, hein, c'est l'image qu'on imprime en nous, enfants de nos parents. Mais par contre, dans les cultures où il y avait pas cette imago-là, on les a mariés, voilà, par intérêt, ils apprennent à s'aimer différemment. Ils s'appuient moins sur les boutons rouges, parfois. Exactement, tout à fait, tout à fait. On a une petite tradition à Bulle de Bonheur pour terminer notre podcast. On termine avec une petite mousse parce que on aime bien vivre l'instant présent aussi et surtout l'instant présent. Donc notre petite mousse. Écoute, cette semaine, je l'ai choisie de Pablo Picasso, qui est un homme qui justement parlait le fait d'exprimer ses émotions et ses sentiments. Lui, il a fait beaucoup sur ses toiles quelque part où il a beaucoup exprimé ce qu'il pouvait vivre et ressentir. Et il dit, derrière un homme qui a réussi, il y a toujours un homme qui a agi. Mais c'est vrai que si on ne fait rien, on nous dit, celui qui fait rien, il prend. Le défi de la relation, c'est aussi quelque part agir en exprimant, en se dévoilant, en montrant aussi sa vulnérabilité et en exprimant ses talents. Donc il y a des choses que je trouve très intéressantes effectivement dans cette phrase. Ouais. Puis si on n'agit pas dans la relation, c'est sûr qu'on s'éloigne. Je veux dire, l'action, c'est volontaire. C'est quelque chose de volontaire. La relation, je dis, c'est une décision. Une décision, ça part vraiment de quelque chose qu'on décide. Donc, c'est une action volontaire. Si on ne fait rien, il se passe rien et on s'éloigne. Je connais pas de couple. Je veux dire, il y en a qui font ça naturellement, qui n'iront jamais voir de thérapeute de couple parce que naturellement, ils ont appris à faire ça dans les familles et tout ça. Mais ça, c'est une grande minorité, malheureusement. Et je crois que plus que jamais, le défi des couples aujourd'hui, effectivement, c'est simplement de se faire accompagner. Et quand on se fait accompagner, c'est pas parce qu'on va mal. C'est toujours l'intérêt de se faire accompagner aussi quand on va bien, parce que ça permet d'avoir des automatismes. Et puis ça veut dire je prends soin de toi, couple, de ton entité, et je prends soin de toi. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Oui, c'est pas comme la médecine où on va voir un docteur quand on est malade. Là, pour les thérapeutes, on fait de l'idéal, c'est de faire de la prévention, c'est de faire un stage quand il commence à y avoir des tensions, mais quand la relation n'est pas malade. Plus on vient quand la relation n'est pas malade, plus vite la guérison va s'opérer. Si on vient après 20 ans et là on n'en peut plus, on est prêt à partir, là, il va falloir du temps. Faut pas espérer en 3 séances, je veux dire, tout changer, qu'on va pas changer 40 ans de fonctionnement en 3 séances. C'est que ça va demander du temps pour changer de façon de communiquer, apprendre une nouvelle façon d'être ensemble. Donc moi, quand les couples viennent, quand j'ai des jeunes, j'ai de plus en plus de jeunes, là, je viens de finir un stage avec que des jeunes de 30, 35 ans, c'était magique, je vais dire, parce que ça va très vite, c'est puissant. Ils ont moins à nettoyer, quoi. Ils n'ont pas entassé trop de miasmes. Clairement, clairement. Je suis comme toi. Moi, j'aime beaucoup accompagner des groupes de jeunes couples parce qu'on leur donne des outils pour justement aller prendre le temps de se faire des petits cures de détox, on va dire. On pourrait appeler tous ces stages et comme des cures de détox où en fait on se refait une santé et puis qui permet aussi ça fait le petit coussin qui amortit quand les choses vont un petit peu moins bien. Claude, donc
Merci beaucoup d'être venu partager avec nous ce moment. Donc, je rappelle, Claude Parisot qui anime des stages Imago. Vous pouvez retrouver tout ça sur son site terraneo.com. Donc, Terraneo, TheRaneo.com. Et n'hésitez pas à aller vous procurer son livre Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago qui est paru chez Erol. Merci Claude de ta participation. Merci Raphaël de m'avoir accueilli. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.